Salut à tous, bienvenue dans ce cours d'introduction au système d'information géographique. Ce cours est le premier cours de la formation ArcMap 10.6. Tout au long de cette formation, nous rentrerons à l'intérieur du logiciel ArcMap 10.6 et nous en explorerons les principales fonctions. À la fin de ce cours, vous connaîtrez les principales méthodes pour représenter une réalité sur une carte. Vous connaîtrez le concept de système d'information géographique. Et enfin, nous explorerons ensemble les principales parties de l'interface de ArcMap 10.6. Représenter la réalité sur une carte. Afin de représenter la réalité sur une carte, nous passons par les échelles. Qu'est-ce qu'une échelle? Je suppose que la plupart d'entre vous le savent déjà. Néanmoins, nous allons revoir ça ensemble. C'est transformer la réalité afin de lui donner un modèle réduit sur une surface plane. Par exemple, si je prends un arbre qui mesure 1 mètre et que sur ma surface plane, il ne mesurera plus que 20 cm, eh bien c'est que chaque 5 cm de mon arbre vaudra 1 cm sur mon modèle réduit. Ou vice-versa, 1 cm de mon modèle réduit vaudra 5 cm sur l'arbre réel. Je suis donc passé par une transformation. Donc, je répète, une unité sur mon modèle réel vaudra n unités sur mon modèle réduit, et vice-versa, une unité sur mon modèle réduit vaudra aussi n unités sur le modèle réel. Ici, je passe par une division, et ici, je passerai par une multiplication. En cartographie, on parlera d'un modèle de 1 par 5 dans le cas de notre arbre. C'est-à-dire qu'une unité sur le modèle réduit vaudra 5 unités en réalité. Généralement, en cartographie, on dira que 1 cm sur la carte vaut soit n mètres, soit n kilomètres dans la réalité. Attention, plus la transformation est importante, plus l'échelle est dite petite. C'est-à-dire, si jamais je veux représenter le territoire français sur une feuille A4 ou A3, on parle d'une très petite échelle. Parce que la transformation est tellement grande que le modèle s'en est retrouvé très petit. C'est pour ça qu'on parle de petite échelle. Vice-versa, si jamais nous prenons une carte d'un quartier ou d'une ville, on parle déjà de moyenne ou grande échelle. Afin de représenter des éléments sur la carte, il existe plusieurs méthodes. Une méthode bien connue, c'est par exemple tout simplement de dessiner des points et d'annoter un certain nombre de choses à côté. Là, vous voyez, elle est déjà des annotations avec les noms des villes ou des arrondissements. Alors par exemple, si jamais je veux dessiner 3 points qui représenteront 3 écoles. Donc je vais dessiner 3 points sur ma carte. À côté, je vais annoter le nom des écoles. Alors là, c'est très bien. Mais si jamais maintenant je veux rajouter le nombre d'élèves, alors je peux faire ça de manière assez simple. Par exemple en mettant une parenthèse et avec le nombre d'élèves en dessous. Mais si maintenant je veux également rajouter le nom du proviseur, ou je veux rajouter l'arrondissement dans lequel se situe l'école, bah, à ce moment-là, la carte va commencer à être assez chargée en détail. Alors pour cela, il existe d'autres méthodes afin de réduire le taux de chargement de la carte. Tout simplement, il y a une méthode qu'on dit tabulaire, c'est-à-dire que sur ma carte, je ne mets quasiment aucun détail, je mets uniquement des chiffres, et ces chiffres seront accompagnés d'un tableau. Donc, chaque entrée du tableau aura un chiffre, et ce chiffre sera rapporté sur la carte. Le tableau, comme tous les tableaux, sont composés donc de lignes et de colonnes. Vous remarquerez donc qu'une ligne correspond à une école et que chaque colonne, correspond à une particularité de cette école. Donc j'ai le nombre d'établissements, le nombre d'élèves, j'aurais pu rajouter ici le nom du proviseur ou encore une fois l'arrondissement dans lequel se situe cette école. Alors, cette notion est très importante parce que c'est ce qui va permettre de comprendre finalement les systèmes d'information géographique.
puisque à la fin des années 70-80, avec l'évolution des systèmes d'information, sont nées finalement ce qu'on a appelé les bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles sont composées de tableaux, ce sont des tableaux qu'on appelle alphanumériques, c'est-à-dire qu'ils sont composés de données soit de chiffres, soit de lettres. Ces données alphanumériques, on peut les mettre en relation, on peut les interroger entre elles. Eh bien, la géographie informatique ne fait pas exception à la règle. Nous allons aussi utiliser essentiellement des tableaux. Et ces tableaux, nous allons les utiliser dans leur contexte géographique. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, SI 3G pour système d'information, aussi géographique. Encore une fois, je répète, les SIG, les systèmes d'information géographique, sont avant tout des systèmes d'information, c'est-à-dire composés de tableaux alphanumériques. Ces tableaux-là sont des tableaux de données, donc encore une fois, ça peut être par exemple les écoles, là j'ai repris l'exemple précédent, ça peut être par exemple un tableau des hôpitaux, un tableau des mairies. Et la grande différence, alors pourquoi géographique? Qu'est-ce qui fait qu'un système d'information va devenir géographique? C'est tout simplement parce qu'une autre colonne va se rajouter. Cette colonne, on l'appelle les géométries. Alors, cette colonne n'est pas vraiment visible de l'utilisateur. C'est d'ailleurs, bien souvent, ce sont des données à l'intérieur de la base de données. Cette colonne-là définit les coordonnées de chaque entrée. Donc, par exemple, pour cette école, j'aurai un X et un Y qui représentera le point sur la carte. Alors justement, des géométries, il y en a 3 types. Un premier type, c'est le point. Le point, vous connaissez tous cela sûrement du collège. Quand vous tracez un axe des X et un axe des Y, vous donnez une valeur à X, vous donnez une valeur à Y, et ça se rejoint en un point. Ce point-là, en géographie, nous l'utilisons sur ce qu'on appelle une transformation géographique, c'est-à-dire un système de coordonnées. Alors, il faut faire très attention, il y aura une vidéo consacrée aux transformations, mais évidemment, en France, nous utilisons une grille qui s'appelle la grille Lambert, c'est la projection qu'on utilise majoritairement en France. Mais si jamais vous utilisez des données issues par exemple d'une grille espagnole ou d'une grille américaine et que vous voulez projeter ces données sur une carte avec une grille Lambert, une grille française, les X et Y ne vont pas correspondre et du coup vous aurez souvent des images soit très étendues, soit mal positionnées. Donc il faut faire assez attention à ça. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Donc nous avons vu, donc il y a 3 types de géométrie. Le premier, c'est le point, un X et un Y. Le deuxième, c'est la ligne, ou polyline. Cette ligne, c'est un ensemble de points, c'est-à-dire des couples de coordonnées, de X et de Y, qui sont reliés entre eux par une logique d'indexation. Je n'ai pas parlé ici de la logique d'indexation, mais sachez que c'est tout simplement une logique qui permet de définir l'ordre dans lequel les points sont reliés. Donc par exemple ici, plusieurs points, et selon une logique donnée, les points sont reliés entre eux. On appelle ça une ligne. Enfin, les polygones. Les polygones, ce sont aussi plusieurs points, ce sont aussi donc du coup des couples de coordonnées, de X et Y, reliés entre eux par une logique d'indexation. Donc plusieurs points ici, ils sont reliés entre eux par une logique. Alors dans ce cas, vous voyez que la définition est assez similaire. Qu'est-ce qui fait donc la différence entre le polygone et la ligne ? Bien tout simplement, le logiciel va voir ça de 2 manières différentes. Si jamais, au début de la géométrie, il voit marqué ligne et ensuite tous les couples de X et de Y, il va se comporter d'une autre manière et va vous renvoyer en plus du tracé, va vous renvoyer la longueur totale de cette ligne. Contrairement à ça, si jamais le logiciel voit polygone au début de la ligne de géométrie, je vous rappelle dans la colonne géométrie, reportez-vous à quelques secondes précédentes, vous voyez le tableau des géométries, le tableau avec la colonne des géométries. Donc si jamais le logiciel voit polygone au début de sa géométrie, à ce moment-là, il considérera ça comme un polygone et vous renverra sa surface, son aire, l'aire du polygone. Par contre, il ne saura pas calculer
la distance qui va de là à là. Il ne saura uniquement vous renvoyer la surface. Alors par exemple, ça peut être un exemple très concret dans la vie, surtout chez les géomaticiens. On a souvent des rivières qui sont représentées sous forme de polygones. Vous voyez, ça c'est une rivière. Généralement, elles sont sous forme de polygones et non pas de lignes. On a un grand problème quand on veut calculer la distance de cette rivière, puisque le polygone ne sait pas relier de ce point à ce point. Il saura uniquement vous renvoyer la surface du polygone ou éventuellement son contour. Alors, vous allez me dire, bah oui, passe par le contour pour obtenir la longueur. Bah non, parce que il vous calcule toute cette longueur-là. Et là, il revient et il vous calcule tout ça. C'est pas ça que vous cherchez. Vous cherchez vraiment de ce point à ce point. Alors, il y a toute une école en cartographie qui s'appelle la recherche du squelette du polygone. Évidemment, c'est une école qui emploie des méthodes très avancées et des algorithmes très compliqués. Nous n'allons pas ici les voir ensemble tout de suite, en tout cas. Mais sachez qu'en tout cas, c'est pour que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre ligne et polygone. Même si il semblerait qu'une rivière, je la représente sous forme de ligne, si elle est représentée sous forme de polygone, je ne pourrais pas calculer la distance qui existe entre ces deux points-là. Je serai obligé de passer par d'autres méthodes qui me calculent la ligne centrale du polygone. Alors il existe plusieurs outils pour faire cela. Attendez une seconde. On va passer par là, Il existe plusieurs outils, donc par exemple, vous pouvez très bien taper sur Google Polygone to Center Line. Donc voilà, donc Esri en a développé un certain nombre. Vous voyez, là il y a un polygone qui représente effectivement une sorte de rivière. Et au milieu, la ligne. Mais attention, ces outils, surtout dans les logiciels Esri, sont payants. Vous voyez, ici, il est décrit que le ArcMap basique ne le comprend pas. Non seulement vous devez avoir ou standard ou avancé, mais en plus de ça, vous aurez besoin de télécharger le pack qui s'appelle Production Mapping. Donc, encore une fois, c'était juste pour vous illustrer le fait qu'un polygone est bien différent d'une ligne. Nous allons à présent aborder l'interface de ArcMap. Alors dans cette interface, volontairement j'ai enlevé tous les outils. Si jamais vous ouvrez pour la première fois ArcMap, il se peut qu'en haut vous ayez un certain nombre d'outils. Volontairement, je les ai enlevés afin d'explorer ensemble depuis zéro toute cette interface-là. Nous allons commencer du coup à faire apparaître une première barre d'outils. Vous faites un clic droit en haut, à côté de la ligne de commande, clic droit, et vous cliquez sur Standard. Voici la première barre d'outils que nous allons explorer ensemble. Et sur cette barre d'outils, nous allons explorer que deux boutons. À la fois le catalogue, qui va nous aider à parcourir notre ordinateur, et à la fois le Table of Content qui listera l'ensemble des tableaux. Nous allons commencer par le catalogue. Alors le catalogue, c'est cette fenêtre-ci, et c'est la fenêtre qui va me permettre d'explorer à travers mon ordinateur et de me relier à aux dossiers dans lesquels j'ai mes données. Donc, par exemple, pour pouvoir me relier, je vais soit faire un clic droit ici, Connect to Folder, soit cliquer ici, Connect to Folder. C'est exactement la même chose. Il y en a qui préfèrent intuitivement faire des clics droits, surtout sous Windows. Donc, ici, j'ai la fenêtre qui me permet de me relier à un dossier dans mon ordinateur. Je vais aller dans mon ordinateur, là où j'ai mis les données de cette formation. Voilà, Géoform. Je clique OK. Et voilà, vous voyez qu'en dessous de Folder Connection, je suis connecté au dossier en question. Je peux explorer ce dossier sous forme d'arbre, c'est très très agréable. Alors certains vont sûrement se demander pourquoi je ne passe pas par Add Data. Encore une fois, c'est parce que le catalogue est une interface très agréable à utiliser, beaucoup plus que Add Data, où vous aurez plus de mal à accéder rapidement à vos dossiers.
D'ailleurs, dans ArcPro, pour ceux qui utilisent ArcPro, généralement on passe par le catalogue. Le bouton Add Data existe encore, mais il est encore moins utilisé que ce qu'il n'était dans ArcMap. Donc là, je me relie à mon dossier Data, où j'y ai mis un certain nombre de couches. À la prochaine vidéo, nous verrons comment télécharger exactement ces mêmes couches-là depuis Internet, et nous verrons comment les ajouter dans ArcMap. Une fois ajoutées, ces couches-ci apparaîtront dans le Table of Content.